Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer. Et Nali Payeux, Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de la 2e saison d'Odile, le podcast. Odile, comme vous le savez, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Et tout au long de l'année, nous accueillons les invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors dans cet épisode, nous allons parler d'algorithmes de recommandation de contenu et comment ils façonnent nos perceptions du monde. Dans quelle mesure ces algorithmes peuvent également contribuer à la propagation de la désinformation? Est-ce qu'ils favorisent toujours des contenus sensationnalistes et trompeurs au détriment de sources qui, elles, sont fiables et vérifiées? Quelles solutions peuvent être déployées face à ces problèmes? Pour en parler, nous avons invité Nelly, 3 experts. Avec nous aujourd'hui, Lê Nguyen Oang, qui va nous parler de Tournesol, une application de recommandation de contenu collaboratif qui vise à résoudre l'éthique de l'information sur Internet, une grande promesse. Vous dites que vous espérez, je cite, rendre les algorithmes d'aujourd'hui et de demain robustement bénéfiques à grande échelle pour toute l'humanité. Merci d'être avec nous, vous allez nous en parler tout à l'heure. À nos côtés, nous avons Marc Fadoul, qui est directeur de AI Forensics, une organisation européenne à but non lucratif qui défend les droits numériques par le biais d'enquêtes algorithmiques. AI Forensics, qui est aussi anciennement connu sous le nom de Tracking Exposed. Vous avez mené de nombreux projets de monitoring des algorithmes, en particulier celui de TikTok, pour lequel vous avez été auditionné par le Sénat français, il me semble, dernièrement. Et enfin, pour compléter cette table ronde, une personne que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit d'Amaury Lesplingard, directeur technique, cofondateur de Check First, qui va nous parler du projet Crossover, un projet européen qui vise à observer et analyser le rôle des algorithmes de recommandation dans la promotion de la désinformation. Un projet qui a d'abord rassemblé 4 acteurs et qui se déroulait en Belgique et qui continue maintenant de s'étendre à 8 pays de la francophonie. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Lê Nguyen Oang, parce que Tournesol est une initiative qui est inscrite sur Odile depuis le début de l'existence de l'annuaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment marche votre application? Ouais, donc l'idée de Tournesol, c'est de s'attaquer au problème, qui nous semble le plus important, c'est le problème de la recommandation de contenu, par rapport à la crise informationnelle parce que, aujourd'hui, on a vraiment, au niveau de la consommation, sur le web, la plupart des personnes passent par des réseaux sociaux et en gros, à chaque fois que quelqu'un, ouvre une application sur son réseau social, c'est un algorithme, une intelligence artificielle extrêmement, sophistiquée qui va choisir, dans tous les contenus, de la plateforme, quel contenu montrer, à l'utilisateur et malheureusement aujourd'hui, ce choix de quel contenu montrer, est fait de manière, unilatérale par des entreprises, privées avec très peu de contrôle, démocratique et on sait très bien aussi que ça met en avant beaucoup d'informations, dangereuses et donc l'idée de Tournesol, c'est de proposer une alternative qui soit, démocratique d'une certaine manière, où il y a plusieurs personnes qui vont, venir sur la plateforme. N'importe qui peut devenir un contributeur de la plateforme et d'une certaine manière voter pour quels sont les contenus qui devraient être le plus recommandés par l'algorithme de recommandation, de Tournesol en particulier. Et ensuite via, les extensions qu'on a développées, notamment pour, Firefox, Chrome et Edge, les utilisateurs peuvent recevoir des recommandations de l'algorithme de Tournesol directement sur leur page d'accueil, YouTube. Donc pour bien comprendre, à la différence de Reddit, qui est une espèce de forum où on va aller, mettre des points à des publications et donc collaborativement les rendre plus ou moins importantes. Là, ce que vous faites, c'est que vous modifiez directement la page, du réseau social, concerné? Oui, alors d'un côté, en effet, on essaie d'être vraiment dans l'utilisation normale, des réseaux sociaux par les utilisateurs, en apparaissant directement sur la page d'accueil, de YouTube. Mais d'autre part, un peu comme sur Reddit, on a un effet communautaire, mais peut-être qu'on pousse beaucoup plus que Reddit les notions de sécurité, en particulier vis-à-vis, des faux comptes qui voudraient, par exemple, manipuler la plateforme. Mais également en fonction de l'activité des différents comptes,
on a un système, qui est, issu vraiment de la recherche, à prendre de la recherche en sécurité, des intelligences artificielles, en particulier des systèmes collaboratifs. On cherche à limiter l'impact maximal de chacun des contributeurs, de sorte que le résultat soit vraiment une sorte de résultat d'un scrutin aussi, transparent par ailleurs que possible, puisque le code source, et les algorithmes de tournesol sont, tous, très open et très, très libres. La base de données, les contributions des contributeurs, lorsqu'ils font ça de façon publique, entrent dans notre base de données publique. Et un autre intérêt, c'est aussi de motiver la recherche académique, sur, la meilleure façon d'exploiter ce genre de données pour faire des recommandations sécurisées. Ça va me permettre de rebondir et de me tourner plutôt vers Marc pour la question suivante. Dans quelle mesure, finalement, les utilisateurs des réseaux sociaux contrôlent-ils vraiment ce qu'ils voient sur les plateformes? Relativement peu, puisqu'au final, les en fait, les algorithmes sont quand même essentiellement basés sur leurs métriques d'optimisation, et les algorithmes de recommandation en particulier. La métrique d'optimisation, qui est, la même sur toutes les plateformes aujourd'hui, ça reste, l'engagement et donc la maximisation de l'engagement et ça a tendance à amplifier un certain type de contenu, et ça, c'est notamment le contenu qui va être plus polarisant ou, plus sensationnaliste, et ça, c'est quelque chose que l'utilisateur ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'on peut, certes, avoir, un certain contrôle sur les channels ou les profils qu'on va suivre et auxquels on va s'abonner, mais ça garde un impact relativement limité. Aussi, en fonction de la plateforme, ça va avoir un impact plus ou moins fort. On voit que sur TikTok notamment et la page For You, on a très peu en fait de contenus, qui viennent du réseau direct d'abonnement, alors que c'est, l'interface principale avec laquelle, les utilisateurs vont consommer du contenu. Donc en effet, il y a tout un mouvement qui essaye de promouvoir une plus grande souveraineté algorithmique, ce qui veut dire que donner plus de contrôle, à l'utilisateur ou bien pour choisir complètement l'algorithme qu'on va vouloir choisir. Donc par exemple, vouloir dire: «Moi j'aimerais, choisir avoir des recommandations qui me viennent de Tournesol plutôt que, de TikTok ou de YouTube». Et donc ça, c'est un concept qui serait génial à mettre en place, mais ça demande que les plateformes soient interopérables ou alors prendre l'approche que prend Tournesol, qui est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi, chez AI Forensics, qui est la question de l'interopérabilité adversarielle. C'est-à-dire qu'ici, on ne demande pas à YouTube, si jamais on peut, changer les recommandations ou avoir un protocole commun avec eux. On va tout simplement injecter par-dessus en utilisant une extension et donc ça permet entre guillemets de faire évoluer, les choses, plus rapidement. Donc ça, c'est un 1 mode, c'est de pouvoir choisir, complètement l'algorithme qu'on aimerait vouloir choisir, enfin utiliser. Et l'autre, dimension, c'est de pouvoir personnaliser un algorithme précis. Notamment pouvoir dire: «OK, j'aimerais que tu me fournisses du contenu qui va être, heu, plus similaire à ce que je viens de regarder ou alors au contraire, j'aimerais étendre, mes perspectives et avoir du contenu différent». Et tout ça, c'est en effet des contrôles qui n'existent pas, aujourd'hui sur les plateformes, mais on peut imaginer et espérer que dans le futur, il y ait de plus en plus de solutions qui permettent, de faire ça et bon. Alors, on l'entend dans vos bouches à tous les 2, hein, Lê Nguyen et Marc, ce que vous voulez, c'est de redonner plus de contrôle, aux utilisateurs, à l'utilisateur, parce qu'on a cette impression que, le contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux, les plateformes de distribution de contenu est personnalisé et en fait, les plateformes nous montrent un peu ce qu'elles veulent pour atteindre leurs objectifs, à elles. J'aimerais qu'on parle un peu d'exemples de recommandations qui sont pas forcément les plus optimales. Le projet Crossover, alors précision utile, hein, Nelly et moi-même avons aussi contribué à ce projet-là, dans Crossover. Amaury, quels peuvent être quelques exemples de recommandations, on va dire, curieuses, voire problématiques? Ah oh, la plus simple à donner, c'est celle de Donbass Insider et que les auditeurs peuvent tester aujourd'hui. Donc je les invite à se rendre sur Google et à taper le mot-clé Donbass, tout simplement, pour se renseigner sur Donbass. Et là, vous allez avoir une série de recommandations qui va apparaître en dessous de votre barre de recherche avec de différentes recherches. Et là, vous allez tomber sur Donbass Insider. Donbass Insider, c'est un média pro-Kremlin qui diffuse de la désinformation spécifiquement sur le Donbass.
Donc là, on a vraiment le rôle d'un algorithme qui pousse du contenu de désinformation, l'algorithme de suggestion de recherche de Google, qui va pousser ce média et lui permettre d'augmenter son audience. On pourrait aussi parler, par exemple, du soft power de la Chine qui n'hésite pas à diffuser de nombreux articles sur Google News à propos de la province du Xinjiang, pour parler du bénéfice de la province du Xinjiang, pour dire combien elle est grande, combien elle fonctionne bien, tout le côté positif, spécifiquement au moment où un article est publié par Amnesty International pour déterminer que, en fait, au Xinjiang, il y aurait quand même quelques problèmes sur la population, qu'il y aurait des problèmes sur les religions, etc., etc. Donc là, on voit 2 fois des algorithmes qui sont utilisés par des gens, pour ne citer personne, pour mettre en avant du contenu qui est problématique. Alors dans les 2 cas, hein, on a, des régions, Donbass, une région ukrainienne dans un contexte de guerre entre, la Russie et l'Ukraine, qui va aller pointer des utilisateurs vers, un site pro-russe et puis dans le cas du Xinjiang, là encore, une région où une oppression qui est reconnue, hein, du gouvernement, central, chinois contre des minorités dans ces populations-là, avec du contenu qui est pas forcément ce qu'on attend. La question de l'intentionnalité est intéressante, tu dis, les algorithmes sont utilisés. La question que j'ai envie de poser, c'est peut-être à Marc, c'est est-ce qu'on est dans une intentionnalité des plateformes de mettre ce contenu devant les yeux ou est-ce qu'on peut parler d'accident industriel? Alors moi, je suis plutôt de l'avis de l'accident industriel. C'est ce qui est une bonne manière de le formuler. Évidemment, là, il y a toujours des risques d'ingérence politique au plus haut niveau de ces plateformes où on peut avoir des pressions peut-être de monter certains contenus ou d'en mettre d'autres. Mais je pense que l'essentiel de ce qui se passe et l'essentiel des dynamiques, notamment ici dans le cas je pense, de Donbass Insider, c'est en fait l'interaction entre à la fois le design algorithmique qui va maximiser l'engagement et l'utilisation, de cet algorithme à la fois par des utilisateurs normaux qui vont potentiellement être attirés par du contenu un peu plus, sensationnaliste que d'autres, parce que ça c'est un biais cognitif, commun à tout le monde et aussi des acteurs externes qui vont essayer d'exploiter, entre guillemets, «les failles du système» en faisant de, l'optimisation de référencement sur Google et ce genre de choses. Je ne pense pas que Google ait l'intérêt d'aller promouvoir des sites de désinformation pro-Kremlin sur ses résultats de recherche. On s'est rendu compte aussi, et ça rejoint un peu, ce que tu dis Marc, par rapport aux intérêts effectivement, dont on peut se poser la question: «Pourquoi Google recommanderait du contenu, pro-Kremlin?» On s'est rendu compte donc qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les recommandations algorithmiques en anglais, sur du contenu en anglais, et on s'est rendu compte également qu'il y avait beaucoup de contenus douteux en langue non anglaise, notamment en français. Je rappelle qu'on est quand même avec l'Organisation internationale de la francophonie, donc c'est une question qui est intéressante. Comment on impulse des travaux de recherche, des travaux d'audit, des travaux de monitoring des algorithmes de recommandation de contenu pour les personnes qui ne parlent pas anglais, pour les personnes qui parlent une autre langue, le français par exemple? Je ne sais pas si vous voulez prendre cette question? Alors je pense pas que le monde francophone soit moins intéressé, par ce sujet. Il y a pas mal de travaux, en particulier, en Suisse, le PFL, qui sont assez fondateurs, sur ces sujets. Il y a, quelques chercheurs, français, à l'INRA par exemple, qui sont très, préoccupés par ces questions et je pense qu'à l'inverse, en fait, on a un écosystème, francophone, et en particulier en Europe, qui peut se targuer d'être plus indépendant des intérêts privés que, par exemple aux États-Unis. On sait que, les entreprises privées investissent énormément dans la recherche publique et en cela, je pense qu'on a un rôle particulier à jouer, pour faire, servir de contre-pouvoir et surtout, pour, encourager, un système démocratique, une gouvernance démocratique des, systèmes d'information les plus influents du monde. Et les entreprises privées ont un rôle, majeur, mais je dirais que ce qui est encore plus important, c'est que les régulateurs, regardent de plus près ce qui s'y passe et sévissent et en particulier, un principe important que je défends, c'est la présomption de non-conformité avec la loi notamment, des outils, notamment des intelligences artificielles et des outils du numérique de façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour déployer massivement des technologies, extrêmement dangereuses, il n'y a essentiellement aucun garde-fou et les entreprises peuvent déployer ces technologies à grande échelle, sans qu'il y ait au préalable
d'audit ou de tests sur la sécurité des outils qu'ils déploient. Je pense que c'est urgent de s'inspirer des autres industries, notamment l'industrie de l'aviation ou l'industrie pharmaceutique, qui en amont interdisent au préalable la commercialisation de produits potentiellement dangereux et exigent une certification, une vérification de la conformité de ces produits avec la sécurité des clients, des utilisateurs et avec la loi, pour pouvoir décerner ensuite un droit de commercialisation aux entreprises. Je pense que c'est urgent qu'on passe dans ce mode également pour les algorithmes les plus influents du web. Alors cette question de la régulation, on est en plein dedans aujourd'hui. On a, l'arrivée du DSA européen, hein, qui est le Digital Services Act, qui est le texte qui, pour les 25 années à venir, va régir la manière dont les plateformes peuvent présenter du contenu, aux utilisateurs et surtout les recours que les utilisateurs ou les institutions peuvent avoir, si jamais il y a un dysfonctionnement. Donc cette question de la modération est centrale, mais elle inclut aussi la recommandation algorithmique. On voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de tentative par les plateformes, d'éviter ou de gérer au mieux cette arrivée de la régulation. On a vu TikTok qui a invité des chercheurs à venir lire son code dans une salle sécurisée en Californie, pour essayer de voir, mais sans pouvoir prendre de notes, et cetera. Twitter a tenté quelque chose d'assez similaire, récemment. Amaury, quel peut être le rôle du régulateur? Parce qu'on est dans une espèce de Far West aujourd'hui où ces industries se sont construites extrêmement rapidement, beaucoup plus vite que la loi ne pouvait les contraindre. Et on est dans une situation aujourd'hui qui est dictée plus par les algorithmes et par les plateformes que par la loi et les régulateurs. Que peut faire le régulateur aujourd'hui? Faire appliquer les lois, c'est un bon début. Je pense qu'on a déjà beaucoup de lois qui sont en place et qui existent et qui sont malheureusement très peu appliquées par les régulateurs, par manque de moyens avant tout. Parce que quand on est un régulateur et qu'on est confronté à Google, on est confronté à une société internationale basée aux États-Unis qui a des sièges un peu partout, donc c'est excessivement difficile de l'attaquer. Et encore bien quand elle est attaquée, on voit quand la Commission européenne réussit à condamner Google ou Apple ou n'importe quel GAFA, au final, l'amende n'est pas si importante comparée à leur chiffre d'affaires. Donc, ainsi soit-il, ils payent et puis voilà. Donc, je pense que on a avant tout un intérêt à renforcer les régulateurs et à utiliser les lois qui sont en place. Et ensuite, je suis pro-technologie. Je pense à l'inverse, il faut laisser les gens expérimenter sur internet. Internet a toujours été un terrain d'expérimentation. Les grands comme les petits, il faut laisser la liberté d'entreprendre aux gens, mais en même temps, il faut inclure une notion, ce qu'on appelle en anglais l'accountability, donc la responsabilité des plateformes, et ne pas vouloir leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt leur demander des comptes sur leurs résultats. Par exemple, au niveau de Crossover, on a pris la décision de dire on ne veut pas voir ce qui se passe dans la black box, dans la boîte noire de l'algorithme. On ne veut pas aller voir le code source de l'algorithme parce que c'est trop compliqué, parce que probablement quelques personnes au monde pourraient le comprendre, mais pas nous. Nous, ce qu'on veut, c'est regarder le résultat. Si un utilisateur tape Donbass, qu'est-ce qui se passe? À quoi est-il exposé? S'il y a un problème, nous, ce que nous souhaitons, c'est que Google soit responsable de ce problème-là, prenne sa responsabilité, explique pourquoi ce problème est arrivé et prenne des décisions pour que ce problème n'arrive plus à l'avenir. C'est juste une question de responsabilité avant toute chose. Et on a eu d'ailleurs le plaisir d'avoir des réponses de Google qui nous renvoyaient vers des blog posts de fonctionnement de leur, algorithme de recommandation, ou en tout cas, de, Suggestion. suggestions, merci, dans, la barre de recherche. Marc, quelles sont les solutions, qu'on pourrait apporter, en tant que société civile, en tant qu'acteur de la lutte contre la désinformation pour rendre les personnes un peu plus au courant et un peu plus résilientes face à ce problème-là? Alors l'information et la résilience, enfin, je pense qu'il y a une partie de la réponse est dans la question qui est moi je pense que l'éducation aux médias, c'est peut-être une des choses les plus importantes aujourd'hui, un des mécanismes les plus forts qu'on puisse mettre en place pour lutter contre ces problèmes-là. Parce que même si alors évidemment la responsabilité des plateformes est à mettre en jeu et on a aujourd'hui le DSA qui a été, voté, qui va être mis en application. Mais aujourd'hui, de l'information de mauvaise qualité et volontairement trompeuse va continuer à circuler. C'est un fait. On a beau faire tout ce qu'on veut, les gens vont continuer à être confrontés avec
des fausses informations et de plus en plus du contenu qui va être généré par des intelligences artificielles, donc il va être non authentique. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre, je pense, comme une réalité. Donc pour moi, la première chose à mettre en place, c'est s'assurer que les gens aient un certain discernement et soient suffisamment équipés pour pouvoir faire la part des choses et pouvoir juger la qualité d'une information. Notamment en commençant dès l'école, parce que si on regarde les préados sur TikTok, malgré toute la volonté ou les avertissements que les parents peuvent donner, ils se font happer par, du contenu, qui leur est montré par TikTok, quasiment contre leur gré. Tout à fait, ouais, ouais. Non, mais je pense que dès l'école, c'est une des choses les plus importantes. On a en plus des très bonnes associations qui font ça. En France, on a notamment Fake Off qui fait de l'éducation aux médias dans les écoles, mais il y en a d'autres. Et je pense que c'est clairement un point saillant. D'ailleurs, je pense que Check First est aussi impliqué dans une certaine mesure là-dessus. Euh, Un tout petit peu. Bon voilà, enfin, en tout cas, déjà, ça, c'est un 1er point et après, on a la question de la régulation et de la responsabilisation des plateformes qui est, je pense, un autre point dont on a déjà parlé et qu'on peut continuer à évoquer. Les Nguyen, puisqu'on parle de solution, Tournesol est un début de solution. J'aimerais qu'on parle de retour d'expérience. Qu'est-ce qui se passe quand on donne la main aux utilisateurs? Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement avec les mêmes contenus problématiques parce que, on a hacké Tournesol, qu'on a, je sais pas, des groupes de trolls qui se sont dit: «Tiens, on va profiter de ce système pour mettre en avant nos contenus à nous»? Alors jusque-là, on n'a pas subi, de grosses attaques, donc bon, il y a toujours quelques utilisateurs qui font des recommandations un peu douteuses, mais notre système est suffisamment résilient pour que ça ait peu d'impact, pour qu'une poignée d'utilisateurs malveillants ait peu d'impact. Mais bien sûr, si, le système, grandit, enfin quand le système grandira et sera plus à l'échelle, il faudra s'attendre à de beaucoup plus, sous attaque et c'est là que les notions de sécurité vont être beaucoup plus critiques. En particulier, on espère vraiment avoir des systèmes de certification, des comptes pour éviter en particulier les faux comptes qui soient, de plus en plus accrus. Enfin, ce sont déjà assez stricts. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est, certifier davantage l'expertise des différents, contributeurs et par exemple avoir, une authentification, par exemple, des auteurs du GIEC quand il s'agit de vidéos, sur le climat en particulier, des médecins affiliés, à l'ordre des médecins dans le cas de la santé, des chercheurs académiques avec des liens notamment avec, par exemple, leurs publications pour pouvoir gagner confiance finalement les contributeurs à la plateforme et je pense que ce sont des mesures de sécurité qui nous aideront grandement à nous défendre contre les attaques. La question que j'ai envie de poser à Amaury, c'est, si on regarde 20 ou 25 ans en arrière, avant l'apparition des grands contenus, on avait le même problème sur les médias de masse à la télévision. Les programmes dits de qualité par les élites, étaient relativement peu regardés ou lus, et à leur place, on voyait des succès populaires qui étaient, des émissions, qui n'étaient pas forcément, hem on va dire, les plus encourageantes au développement de l'intellect. Est-ce qu'on n'est pas face à ce même problème que, en gros, quand tu donnes du contenu facile à regarder ou à consommer, ça marche mieux, c'est une réalité de l'humanité et on a un combat de retard, quoi qu'on fasse? C'était De Chavannes qui avait inventé le concept du temps de cerveau disponible? C'était Patrick Lelay, le PDG de TF1 à l'époque, qui disait: «Notre métier, c'est de vendre des espaces publicitaires, donc c'est de vendre du temps de cerveau disponible. On fait des émissions qui sont faciles à regarder pour que le cerveau soit frais et dispo et consommer la publicité pour Coca-Cola qui viendrait, au moment de la pause». Oui, ça avait beaucoup fait parler, mais industriellement, c'était assez juste. Je pense qu'on est exactement au même endroit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on peut prendre l'exemple de l'algorithme de Twitter, par exemple, qui a été, mis open source, récemment et c'est un très bon exemple parce que, il a ouvert les yeux de beaucoup de community managers. Jusqu'avant l'ouverture, tout le monde pensait que mettre des liens qui sont intéressants, qui vont générer des conversations autour de contenus qui sont hors de la plateforme, c'était ce qu'il fallait faire pour être mis en avant et cetera. Puis Elon Musk est arrivé, a dit: «Moi, je vais mettre l'algorithme open source». En effet, il a tout publié sur GitHub, à quelques détails de changement près. Et puis là, forcément, on a commencé un petit peu à analyser l'algorithme de Twitter et là, on s'est rendu compte qu'en fait, publier un lien dans un tweet, donne un score diminué de 30 fois par rapport à un tweet avec du simple texte. Et si dans ce tweet avec du simple texte, on rajoute une image, on a un multiplicateur de fois 100, je pense, en termes de portée. Donc là, juste en regardant ces deux faits-là, on se rend compte que l'algorithme de Twitter, même si Twitter, on a toujours considéré Twitter comme étant
quelque chose d'assez positif, etc. Donc on parle de quelque chose qui est arrivé avant Musk, on ne peut pas le tenir responsable pour ça. Twitter a été designé pour tenir les gens au sein de la plateforme, pour garder leur attention. Donc quand on met un lien externe, on va les faire sortir de la plateforme, on va perdre leur attention. Non, c'est pas bon. On va leur mettre une photo, ils vont ouvrir la photo, ils vont être contents, on va savoir un peu plus ce qu'ils aiment, on va pouvoir leur mettre de la publicité qui est plus relevante pour eux, et donc générer plus de clics. Donc en fait, ce temps de cerveau disponible qui était déjà existant au temps de la télévision a été déplacé maintenant au temps des réseaux sociaux au sein de on veut garder l'utilisateur le plus possible sur notre site web, dans notre univers, et donc on va tout faire pour le garder à l'intérieur en lui donnant du contenu qui va le faire rester. Marc, pour rebondir sur ce que vient de dire, Amaury, il y a eu une déclaration assez récente le mois dernier, de Tristan Harris, du Center for Human Technology aux États-Unis qui s'est rendu célèbre notamment par la production d'un documentaire sur Netflix qui a été vu par quasiment, 200 millions de personnes, «Derrière nos écrans de fumée» en français, The Social Dilemma, et ils ont fait une présentation pour, essayer de en tout cas, appuyer sur pause, faire en sorte que l'industrie de l'intelligence artificielle appuie sur pause, en disant: «On a un combat de retard. On a perdu la guerre de la recommandation algorithmique», disent-ils. «Il faut qu'on arrive à, ne pas perdre celle de l'intelligence artificielle, notamment». Est-ce qu'on a une guerre de retard en s'intéressant aux recommandations algorithmiques? Alors je pense, il est extrêmement pertinent aujourd'hui de regarder de très près ce qui se passe, au niveau des IA génératives pour bien comprendre ce qui va se passer sur les réseaux sociaux dans le futur. Je pense qu'on peut très bien imaginer déjà, une évolution du mode d'interaction, et de la manière avec laquelle on va trouver du contenu sur internet. Donc on pourrait penser que on se retrouve avec des assistants qui vont remplacer les systèmes de recommandation et on va demander à l'assistant de nous trouver tel ou tel contenu sur la plateforme. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi, on va avoir de plus en plus du contenu qui va être généré par des intelligences artificielles qu'on va retrouver sur les plateformes. Donc là, à ce niveau-là aussi, ça va être très pertinent et je pense que il faut continuer à s'intéresser au système de recommandation pour comprendre aussi quel type de contenu va émerger sur les plateformes. La vidéo auquel vous faites référence, là, le AI Dilemma, je pense, la vidéo de Tristan Harris, en effet, capture bien ce problème avec peut-être un côté, en mon sens, légèrement alarmiste, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas que le danger vienne de l'intelligence artificielle en elle-même qui va venir s'accaparer les ressources et éteindre l'humanité. Moi, je suis personnellement beaucoup plus inquiet de l'usage que les humains vont faire de ces nouvelles technologies. Et pour moi, le danger, il est là. Il est quand des acteurs avec des intentions malignes vont utiliser des IA génératives pour faire des campagnes de désinformation à bien plus grande échelle et avec une efficacité et une personnalisation bien plus fine qu'est ce qui était possible de faire par avant. Pour moi, ils sont là les nouveaux risques, en fait, plus qu'ils viennent encore une fois du facteur humain qui va être décuplé par les nouvelles possibilités offertes par la technologie. On parle effectivement d'algorithmes de recommandation de contenu sur des plateformes qui sont, quand même, on va pas se mentir, beaucoup utilisées en Europe et aux États-Unis. On a eu aussi dans ce podcast, on a reçu des personnes, qui luttent contre la désinformation, notamment dans des pays d'Afrique francophone où notamment la désinformation se diffuse énormément sur, WhatsApp, sur Telegram. Alors là, on sort des algorithmes de recommandation, mais est-ce que vous auriez, vous, des solutions à proposer pour lutter contre ce phénomène-là de la désinformation qui circule à l'intérieur de messageries sécurisées? La Nguyen, par exemple. Je pense que c'est malheureusement, très, très compliqué, surtout sur des messageries, chiffrées, comme WhatsApp, ou plus encore, Signal, où c'est très difficile d'avoir des interventions sur des discussions qui sont chiffrées, donc qu'on ne connaît pas par défaut. Donc s'il y a des informations amplifiées massivement via ces réseaux, ça va être malheureusement difficile de la combattre. Je pense qu'une des façons de combattre ça, c'est, encore une fois, de s'appuyer sur l'information de qualité et par exemple, recommander massivement via les autres plateformes, et via les algorithmes de recommandation, les contenus, d'esprit critique pour faire de l'éducation et de la sensibilisation aux risques, de la désinformation et aux méthodes de la désinformation.
Mais autrement que cette voie indirecte qui me paraît indispensable, malheureusement, il faut bien se rendre compte que ce sera quelque chose de difficile. Amaury, une autre solution que, les régulations et l'éducation aux médias, est-ce que, je ne sais pas, on doit faire tomber, les algorithmes de recommandation dans le domaine public et en faire des services publics qui sont régis par les États, par exemple? C'est une fausse bonne idée, ça? Juste pour répondre pour le WhatsApp et Signal, je pense que la solution pour lutter contre la désinformation sur ces réseaux ne passe pas par une solution technique, parce qu'il y a avant tout un droit à la vie privée et qu'elle passe vraiment par l'éducation aux médias et à l'information pour que les gens d'eux-mêmes prennent le réflexe de vérifier l'information. Maintenant, est-ce que les algorithmes devraient devenir publics? C'est une question non, je ne pense pas. Je pense que les gouvernements, en tout cas, à l'heure actuelle, ne sont pas prêts à avoir cette charge, à endosser cette charge, pardon. Je pense qu'à l'heure actuelle, à tous les niveaux, il y a eu d'énormes problèmes dans les gouvernements en termes de gestion de données, etc. Machin. J'ai encore plus confiance dans les sociétés privées que dans les gouvernements pour faire ce genre de choses. Maintenant, je pense que les gouvernements ont à tenir leur rôle de régulateur et de vérificateur et éventuellement de sanctionneur sur les différentes plateformes. Chacun a sa place et les moutons sont bien gardés. Si je peux ajouter aussi un petit point au niveau de la perspective de solution. Je pense qu'aujourd'hui, on investit l'énergie humaine là où l'intelligence artificielle, entre guillemets, est à ses limites, et notamment dans la modération de contenu. C'est-à-dire qu'on dit les plateformes investissent beaucoup d'argent au final, parce que ça coûte cher, dans les modérateurs qui vont identifier les contenus problématiques. Là où j'aime beaucoup l'approche de Tournesol, c'est qu'en fait, on inverse le problème en disant, au lieu de se concentrer sur arrêter de promouvoir ou de bloquer de l'information de mauvaise qualité, est-ce qu'on ne peut pas plutôt se concentrer sur comment promouvoir de l'information de bonne qualité? Et je pense que c'est un paradigme complètement différent, mais qui fait plus sens. Et aujourd'hui, il y a énormément d'attention à la fois au niveau des régulateurs, mais même dans l'opinion publique, sur les problèmes de modération de contenu, alors qu'on parle très peu d'amplification algorithmique. On parle peu de quels sont au final les contenus qui sont promus à des millions d'utilisateurs. Et en fait, il est là le problème pour moi. Le problème, c'est pas d'essayer d'aller bloquer les messages qui circulent dans des groupes WhatsApp ou dans des groupes Signal qui vont être qu'on pourra en fait jamais bloquer. C'est-à-dire que les gens qui cherchent de l'information de mauvaise qualité et qui cherchent de la désinformation parce qu'ils cherchent à renforcer des opinions qu'ils ont déjà, ils vont dans tous les cas trouver cette information. Donc, pour moi, c'est pas forcément la bonne bataille. Bon, la bonne bataille, c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir de l'information de qualité et aux gens qui n'ont rien demandé. En fait, c'est sur les recommandations par défaut qu'il faut travailler. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Donc, on rappelle les Nguyen Oang pour Tournesol App que vous pouvez retrouver sur internet tournesol.app si vous voulez contribuer. Marc Fadoul de AI Forensics, aiforensics.org. On mettra évidemment tous les liens relatifs aux initiatives dans la description de ce podcast. Et Amaury Lesplingard de Check First pour le projet Crossover. Merci à tous les trois pour la qualité de cette conversation. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Deal, le podcast. Merci et au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcast favori. Odile le podcast est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First. Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odile.org, odil.org, et sur Twitter, Odile Plateforme.